Les pessimistes, ceux qui ne croient pas ou qui ne veulent pas de l'alliance entre le PPACI et GPS dans le cadre du mouvement Trop c'est trop, avancent les arguments suivants. Premier argument, l'alliance entre Soro et Gbagbo ne peut pas marcher parce que Guillaume Soro a combattu, y compris par les armes, le régime du président Laurent Gbagbo. Et la chute du régime du président Laurent Gbagbo n'aurait pas été aussi facile à obtenir si Guillaume Soro ne s'était pas rangé du côté d'Alassane Dramane Ouattara, de la France et des Nations Unies, manipulé par la France, en 2010, lors de la crise post-électorale. Mieux, le même argument précise que, en 2002, Guillaume Kibafori Soro, à la tête de la rébellion du MPCI, qui allait devenir les Forces Nouvelles, a mené une offensive militaire contre le régime du président Laurent Gbagbo, et que ces deux faits historiques suffisent à rendre impossible et inenvisageable une alliance véritable entre ces deux hommes politiques. Ça, c'est le premier argument. L'argument de l'histoire. Il y a un deuxième argument. Notez bien les arguments. Hein. L'argument de l'histoire conflictuelle entre Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Argument cristallisé autour des événements de 2002 et de 2010-2011. Ça, c'est l'argument 1. Des pessimistes. Et ces pessimistes, ils sont de tous les bords. Hein. Il y a des pessimistes au sein de la galaxie du président Laurent Gbagbo. Il y a des pessimistes au sein de la galaxie du président Guillaume Soro. Il y a des pessimistes qui sont plutôt des militants, je ne sais pas, des autres partis politiques de Côte d'Ivoire. Il y a des pessimistes dans tous les bords. Et ça, c'est leur argument. Deuxième argument en défaveur de l'alliance entre le président Laurent Gbagbo et le président Guillaume Soro, c'est que le président Laurent Gbagbo comme le président Guillaume Soro sont séparés par leurs ambitions respectives. Pourquoi? Parce que le président Laurent Gbagbo veut à nouveau être élu président de la République de Côte d'Ivoire. Et le président du GPS, Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Kibafori Soro, cherche le même but. Donc, les pessimistes disent que dès lors que, en réalité, chacune des deux personnalités politiques envisage de prendre le pouvoir d'État, de l'exercer en tant que président, ils ne peuvent pas s'entendre. Car ils s'entendraient si, dès maintenant, ils étaient d'accord pour ne défendre qu'une seule candidature et se battre pour que cette candidature soit incluse aux élections et que l'opposition unie ainsi avance avec certitude. Donc, on va appeler le deuxième argument l'argument de la concurrence politique en vue du pouvoir d'État. Les pessimistes disent que dès lors que Laurent Gbagbo est en lutte pour être admis comme candidat et pour pouvoir gagner l'élection présidentielle, dès lors que Guillaume Soro est en lutte pour être candidat et pour pouvoir gagner l'élection présidentielle, alors les deux ne peuvent pas s'entendre puisque le pouvoir ne se partage pas. Il se prend et s'assume. On va appeler ce deuxième argument l'argument de la concurrence ou de l'ambition politique. Très bien. Enfin, il y a un troisième argument. C'est un argument que j'ai entendu, que j'ai lu en écoutant les uns et les autres. Ceux qui pensent que cette alliance ne doit pas tenir avancent l'argument selon lequel il ne faudrait pas qu'on continue le cycle des alliances et des désalliances. Que ce cycle des alliances et des désalliances, eh bien, ne peut rien apporter de bon à la Côte d'Ivoire. Il y a eu alliance entre le président Bédié et le président Ouattara. Ensuite, il y a eu alliance entre le président Bédié et le président Gbagbo, entre le président Gbagbo et le président Ouattara, puis des alliances. Il y a eu alliance entre le président Bédié et le président Gbagbo, puis des alliances. Il y a eu alliance entre le président Ouattara et le président Bédié, puis des alliances. Il y a eu alliance entre Guillaume Kibafori Soro et Laurent Gbagbo, puis des alliances. Il y a eu alliance entre le président Guillaume Soro, puis Alassane Ouattara, puis des alliances. Et donc, les théoriciens de ce troisième argument disent que
la succession d'alliances et de renversements d'alliances n'annonce rien de bon pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est prise dans le piège des ambitions d'une classe politique hyper narcissique qui ne veut pas laisser émerger de nouveaux visages, qui ne veut pas laisser émerger un souffle neuf, un vent nouveau, permettant de tourner la page des rancunes et des règlements de compte des héritiers, des successeurs de Félix Houphouët-Boigny et même de ses adversaires. On va appeler ce troisième argument l'argument de la fatalité. Ça ne peut pas marcher, puisque dans tous les cas, on a vu que tout a déjà été essayé et ça n'a pas marché. On va appeler ce troisième argument l'argument de la fatalité. Bon, je crois que j'ai amplement balayé les trois principaux arguments qu'avancent ceux qui sont contre et qui croient en tout cas que cette alliance ne va pas marcher. Mais j'ajoute un quatrième argument. Le quatrième argument, on peut l'appeler l'argument de la force. Une force qui est attribuée à Alassane Dramane Ouattara, à tort ou à raison. Selon cet argument, Alassane Ouattara est trop fort. Et que Guillaume Soro et Laurent Gbagbo se mettent ensemble, cela ne pourra pas empêcher Alassane Dramane Ouattara, le dictateur ivoirien, de les écraser. Donc, l'alliance entre Laurent Gbagbo et Guillaume Soro ne marchera pas nécessairement. Pourquoi? Parce que de toute façon, il sera vaincu. On va appeler donc ça l'argument stratégique. D'un point de vue stratégique, Alassane Dramane Ouattara, manifestement, contrôle l'armée, il contrôle la police, il contrôle les renseignements. Alassane Ouattara contrôle les régies financières de l'État, il contrôle la diplomatie, il contrôle les médias publics. Alassane Dramane Ouattara tient une clientèle énorme avec l'argent public détourné. Alassane Dramane Ouattara est trop puissant, dit-on, il ne peut pas tomber. Et donc l'association Soro-Gbagbo est vouée, pour ainsi dire, à être une association de losers. On va appeler cela l'argument stratégique. Est-ce que c'est bon? J'espère que j'ai balayé tous les arguments des pessimistes, de ceux qui ne croient pas en cette alliance, dans cette première partie. Et j'ai expliqué en quel sens ils ne croient pas en cette alliance, dans cette première partie. Je vais maintenant passer à la deuxième partie. Dans la deuxième partie, je vais montrer que les 4 principaux arguments contre l'alliance sont des arguments faibles. Ils ne tiennent pas debout. Bien au contraire, eh bien, il y a de la ressource pour que cette alliance soit la solution pour mettre fin à la domination d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire à partir de cette année 2025. Continuez à partager ce programme. Nous allons passer à la deuxième partie. L'antithèse. Je vais montrer que c'est faux. Mon cher camarade, le Zouzou Soro de Gangaba, l'homme d'Italie, soit salué. Salutations à tous nos camarades du mouvement Génération et Peuple Solidaire, à l'intérieur comme à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Fraternelles salutations au leader de GPS, l'ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, notre frère le chef Bogota, Guillaume Kibafori Soro. Salutations aux camarades du PPACI. Salutations chaleureuses et distinguées à son Excellence, le président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, doyen de la résistance politique ivoirienne contemporaine. Tenez bon, Monsieur le Président. Donnez l'émission dans tous les réseaux. On va passer à la deuxième partie. L'antithèse. Deuxième partie de notre réflexion. Pourquoi, au contraire, nous sommes optimistes et nous pensons que l'alliance entre le président Laurent Gbagbo du PPACI et le président Guillaume Soro de GPS, cette alliance va tenir. Pourquoi est-ce que nous le pensons? Souvenez-vous, le premier argument contre l'alliance, c'était l'argument de l'histoire. L'histoire conflictuelle entre les deux hommes,
avec les événements de 2002 et les événements de 2010-2011. L'avantage que nous avons en 2025, c'est que les raisons pour lesquelles la Côte d'Ivoire est allée à la dérive en 1990, en 1992, en 1993, en 1995, en 1999, en 2000, en 2001, en 2002, les raisons pour lesquelles la Côte d'Ivoire est allée à la dérive en 2010, en 2011, les raisons pour lesquelles la Côte d'Ivoire est allée à la dérive en 2020, toutes ces raisons maintenant sont connues et comprises par toute la population. Elles sont mieux connues et comprises par la population qu'elles ne l'étaient. Lorsque les conflits de 90, de 92, de 93, de 95, de 99, de 2000, de 2001, de 2002, de 2010, de 2011, de 2020 ont éclaté. En effet, le conflit politique ivoirien a deux racines. Une racine interne qui avait été aggravée par la manipulation de la question de la nationalité ivoirienne, de la question de l'identité ivoirienne. Une manipulation politique savante, orchestrée par Alassane Dramane Ouattara. Il a fallu du temps aux Ivoiriens de tous les bords, même aux observateurs politiques, pour comprendre jusqu'à quel niveau Alassane Ouattara avait manipulé la question de l'identité en Côte d'Ivoire. C'est la problématique interne. Et puis, la problématique externe du conflit ivoirien, c'est la volonté du néocolonialisme français de maintenir la mainmise sur son précaré ivoirien et de continuer à bénéficier majoritairement de la richesse des populations, la richesse des terres, des airs, des mers de Côte d'Ivoire. Deux sources du conflit. À l'intérieur du pays, la crise identitaire. À l'international, le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental, qui ont toujours tenu à maintenir à la tête de la Côte d'Ivoire des hommes de paille, devant servir préalablement les intérêts français, les intérêts occidentaux, avant les intérêts africains, les intérêts ivoiriens. Bon. Je prends l'aspect interne. Sur le plan interne, au début des années 90, la population de la Côte d'Ivoire s'était littéralement multipliée par 10. Et la crise économique, notamment celle de la commercialisation des matières premières de la Côte d'Ivoire, avait mis l'État de Côte d'Ivoire en difficulté. Cet État n'était plus capable de faire face à la demande sociale de sa population qui s'était multipliée. Et comme il n'avait pas réussi à franchir le pas décisif de l'industrialisation maximale de son économie, cet État s'est retourné vers les grandes usines capitalistes internationales du FMI et de la Banque mondiale pour pouvoir être renfloué et fonctionner. Voilà dans quel contexte Alassane Dramane Ouattara a été coopté comme Premier ministre de Côte d'Ivoire pour administrer à la Côte d'Ivoire les solutions néolibérales, ultralibérales de la France, du FMI et de la Banque mondiale, afin de permettre à cet État de faire face à la demande socio-économique qui avait augmenté et dépassé la capacité de production nationale. Voilà comment Ouattara vient. Or, quand lui, il vient, alors qu'il est recruté sur la base du principe qu'il serait un bureaucrate, un technocrate, un excellent connaisseur des mécanismes financiers, économiques, bancaires, internationaux, Alassane Ouattara, lui, va développer un autre plan. C'est de se constituer une base politique en Côte d'Ivoire à travers la manipulation de la question de l'identité ivoirienne. En effet, quand un pays entre en crise économique, quand un État a du mal à assurer ses charges, cet État aura tendance à voir naître en son sein des personnes qui pensent que les prestations de l'État doivent être réservées aux véritables nationaux préalablement. Les périodes de crise sont des périodes propices à la xénophobie. Parce que lorsqu'on ne parvient plus à bien fonctionner dans son pays, eh bien, le premier réflexe que l'être humain a, c'est de pointer l'étranger. Ce n'est pas seulement vrai en Afrique, c'est vrai en Europe, c'est vrai en Amérique, c'est vrai en Asie. La tentation était donc forte
de dire que la solution à la crise socio-économique de la Côte d'Ivoire des années 80-90, c'était que l'État se recentre sur les nationaux. Mais, en se recentrant ainsi sur les nationaux, l'État s'exposait à être perçu comme un État discriminatoire, un État d'exclusion. C'est cela qu'Alassane Ouattara va exacerber en créant la carte de séjour des étrangers africains de Côte d'Ivoire. Il l'a créée en 1991. Grâce à la carte de séjour des étrangers africains de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara qui prétend que c'est pour faire rentrer un peu plus d'argent dans les caisses de l'État, alors que l'argent de cette carte de séjour ne représente rien par rapport aux besoins de l'État de Côte d'Ivoire des années 90-91, Alassane Ouattara en fait en profite pour semer la zizanie au sein de la nation ivoirienne. La quête légitime de l'identité ivoirienne, la réflexion légitime des intellectuels ivoiriens pour définir une identité commune, qu'on a appelée l'ivoirité, sous la plume d'un Nyangoran Porquet, cette réflexion est détournée par Alassane Ouattara. La question de l'ivoirité, qui relevait de la métaphysique culturelle, de la réflexion des chercheurs ivoiriens sur ce qui fait finalement le point de rassemblement des peuples de la savane, des peuples des montagnes de l'Ouest, des peuples du centre, des peuples de la lagune. Hein? Ce qui fait le lien entre tous ces peuples-là et qui était recherché par les sociologues, les philosophes, qui était recherché par les artistes, les poètes, par les romanciers de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara va le détourner. En instaurant la carte de séjour des étrangers ivoiriens, Ouattara sait très bien que les contrôles de police, les contrôles de gendarmerie dans la circulation vont confondre de manière très récurrente en raison de l'identité de patronyme des Ivoiriens avec les étrangers maliens, les étrangers burkinabés, les étrangers guinéens, les étrangers sénégalais, les étrangers ghanéens. Alassane Ouattara en est conscient. Il a fallu du temps pour qu'on se rende compte que c'était son plan. Lorsque cette pression sur l'identité, l'appartenance à la nation, se poursuit par ce qu'on a appelé la politique de l'ivoirisation des cadres, une ambiance délétère va naître dans la nation ivoirienne. C'est dans cette ambiance délétère qu'Alassane Ouattara a constitué en réalité son bastion politique. Car il enchaîne dans la foulée. Alors que c'est lui qui a créé la carte de séjour pour diviser les Ivoiriens des non-Ivoiriens et faire passer certains Ivoiriens pour des non-Ivoiriens, en particulier les Ivoiriens du Nord, parce qu'un Fofana du nord de la Côte d'Ivoire s'appelle Fofana, comme un Fofana du Mali, comme un Fofana du Burkina Faso ou comme un Fofana de Guinée. Quand il va créer cette confusion dans le pays, Alassane Ouattara se précipite pour le deuxième acte de sa manipulation. Il va lancer la Charte du Nord. La Charte du Nord, c'est un document proclamant la volonté de séparation de la partie nord du pays par ceux qui se sentent confondus avec les étrangers dans le cadre du contrôle au patronyme et même parfois au faciès ou même carrément le contrôle au boubou qui commence à se multiplier dans le pays. C'est Alassane Ouattara qui crée la dissension, la discrimination envers les Ouest-Africains en Côte d'Ivoire et c'est encore lui qui crée la Charte du Nord pour protéger, prétend-il, en effet, ceux-là même qu'il a frustrés, les nordistes. Ça, c'est typiquement la grande manipulation de Ouattara. Il a fallu du temps à tout le monde pour comprendre cela. Si vous regardez bien, le PDCI-RDA du président Bédié va tomber dans le panneau de Ouattara. Quand le PDCI lance en même temps sa politique d'ivoirisation des cadres, il ne se rend pas compte qu'il vient d'alimenter Alassane Dramane Ouattara. Il vient de donner à Alassane Dramane Ouattara un moyen supplémentaire de s'ancrer dans le pays. On arrive dans les années 95. Alassane Ouattara passe un accord politique, le RDR de Ouattara passe un accord politique avec le FPI du président Gbagbo, dans le cadre de ce qu'ils ont appelé à l'époque le Front commun. Et à cette occasion-là, Alassane Ouattara se présente comme l'emblème, le personnage emblématique des exclus du Nord. Et le président Gbagbo, qui par panafricanisme est sensible à cette argumentation, soutient Alassane Ouattara. Mais oui, le président Gbagbo soutient Alassane Ouattara jusqu'à renoncer à l'élection présidentielle de 1995 pour montrer à Alassane Ouattara sa loyauté. À l'époque, le président Gbagbo dit, si un ancien premier ministre du président Houphouët-Boigny ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle dans ce pays, la Côte d'Ivoire,
ça veut dire que nous ne sommes plus en démocratie. Je ne suis pas d'accord. Laurent Gbagbo sacrifie la présidentielle 95. Lui qui a affronté à 45 ans, en 1990, feu le président Félix Houphouët-Boigny, le président Laurent Gbagbo sacrifie sa présidentielle 95 au nom de l'alliance avec Ouattara. C'est qu'en 95, il n'a toujours pas vu qu'en fait Alassane Ouattara est en train de manipuler l'identité ivoirienne pour pouvoir lui s'imposer aux Ivoiriens. Si le FPI a pu signer cette alliance, c'est parce que le jeu de Ouattara n'était pas encore vu. Ce jeu-là qui va aboutir au coup d'État de 99, qui va aboutir à la transition militaire avec le général Gueye, ce jeu-là. Chacun aura le temps où il comprendra le jeu. Or, entre-temps, Alassane Ouattara s'est déjà installé dans le paysage politique comme le représentant des exclus du Nord. Il s'est déjà installé dans le paysage politique comme celui qui incarne cette tolérance à l'étranger africain, hein, qui est désormais une tolérance devenue rare dans le champ politique ivoirien. C'est comme ça qu'il s'installe. Et c'est dans ces conditions-là qu'il va diviser également la jeunesse ivoirienne. La méthode qu'il a utilisée par la carte de séjour, par la charte du Nord, par l'alliance du Front républicain, la méthode qu'il a utilisée pour infiltrer la transition, pour contrôler le coup d'État militaire de Robert Gueye et le télécommander. Cette méthode, il va l'utiliser pour le contrôle du mouvement de jeunesse. Car, en effet, cette frustration que certains Ivoiriens ressentent dans le pays, elle est ressentie même dans les mouvements politiques de jeunesse. Et elle se traduit par la montée en méfiance entre les camarades de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Si Guillaume Soro se retrouve aux côtés du RDR d'Alassane Dramane Ouattara à partir de 2000, c'est précisément parce que la manipulation qui a commencé depuis 1989 au moins, 90, cette manipulation vient d'atteindre la jeunesse. Alassane Ouattara n'a pas de mal à faire comprendre que on a organisé toute la politique ivoirienne contre lui. D'autant plus que, en 2000, l'article 35 de la Constitution, forgé sous le général Robert Gueye, est fait contre Ouattara. Alassane Ouattara n'a pas de mal à expliquer aux Ivoiriens originaires du Nord, comme Guillaume Soro, que si lui il est exclu, eux ils ne seront pas inclus. C'est la même manipulation qui continue. Et donc il faut que vous compreniez que la crise intérieure en Côte d'Ivoire, la manipulation de l'identité ivoirienne, est quelque chose qui a roulé dans la farine toute la classe politique ivoirienne. Et il n'y a plus personne en Côte d'Ivoire qui ne sache comment Alassane Ouattara a manipulé les Ivoiriens. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.